Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Nous allons encore attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Bien. On attend encore 2 petites minutes et on commence. Je vais en profiter pour faire une toute petite introduction et ensuite je laisserai la parole à mes équipes. Donc, comme vous le savez, notamment grâce à l'aide de Joseph de Bénazé, nous avons souhaité organiser ce workshop pour vous. Vous allez entendre au cours de ce webinaire les différents. Bien, je vais laisser la parole donc à mes collègues, hein, puisque je pense qu'il y a eu un petit souci technique de son de mon côté pour démarrer ce workshop. Thierry, on ne t'entend Oui. pas. Non, je sais, je n'arrivais pas. Bonjour à tous, excusez-moi, je n'arrivais pas à démuter. Effectivement, il y a eu une coupure. Patricia, je ne sais pas si tu as eu le temps de commenter, enfin si tu souhaitais le faire, commenter cette slide avec la présentation de Non, notre non, pas équipe du tout. rapidement. Pas du tout. Non? Je vous laisse prendre la main. D'accord. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet, donc, par un rappel des règles et droits d'usage pour les licences d'infrastructure Microsoft. Donc, on va commencer par Windows Server, je viendrai un petit peu plus tard sur SQL Server. Donc, ce sont essentiellement des rappels pour commencer en douceur ce webinaire. Normalement, je ne sais pas si vous allez apprendre des choses, mais en tout cas, on va essayer de vous les rappeler. Donc, depuis octobre 2016, vous savez sans doute que les licences Windows Server sont basées sur les cœurs physiques. Et c'est valable pour toutes les éditions, enfin du moins les éditions que vous déployez le plus souvent, que sont Windows Server Data Center et Standard. On ne fonctionne plus qu'en mode cœur. Bien sûr, vous conservez des droits de rétrogradation vers les anciennes versions. Pour Data Center, c'est simple, vous avez des droits vers l'ensemble des anciennes versions. Évidemment, le standard ne vous donne droit que au standard Enterprise, Essentials et autres. Remarquez que la version Enterprise est bien couverte par des licences Windows Server standard. Pour l'Essentials, on ne peut rétrograder que vers des versions antérieures Small Business. Les licences sont maintenant vendues par pack de 2 ou 16 cœurs, avec 2 règles essentielles imposées par Microsoft. Il faut on compte un minimum de 8 cœurs par processeur et de 16 cœurs par serveur. Il y a effectivement des petits tableaux qui vous permettent de vous y retrouver, mais vous voyez que selon Microsoft, ici, j'espère que vous voyez tous ma souris, on considère que un serveur d'un processeur et moins de 16 cœurs, grosso modo, ça ne doit plus exister, donc on va imposer 8 packs de 2 cœurs, c'est-à-dire 16 cœurs minimum, pour couvrir toutes ces infras. Les règles de base qu'il faut retenir, c'est que tous les cœurs physiques doivent obligatoirement être couverts par une licence. Ça, c'est essentiel. Et alors, la fameuse règle de basculement des VM qui a fait du mal à certains d'entre vous autour de cette table, c'est que chaque ESX doit préalablement être couvert de licences, qui doivent couvrir la totalité des VM du cluster. Donc ça, évidemment,
avec cette règle, on comprend que Windows Server Standard, dans le cadre d'une virtualisation forte, n'a plus de sens. Cette règle Microsoft impose quasiment à partir du moment où on est en cluster, on a des ESX en cluster, de couvrir par des licences data center, sinon on ne peut pas respecter cette règle de basculement des VM. Ici, un petit rappel des différences entre data center et standard. La plupart de ces différences sont des différences fonctionnelles. Il y en a une qui coûte cher au niveau licensing, c'est celle que j'ai entourée ici, c'est que en standard, une licence couvre 2 VM uniquement, alors qu'en data center, vous le savez certainement, c'est de la virtualisation illimitée. Ce qui explique pourquoi cette règle de basculement des VM impose l'édition data center. On verra peut-être les questions, sauf si vous en avez. Si vous avez immédiatement des questions sur Windows Server, là j'ai rappelé les bases, l'essentiel. N'hésitez pas peut-être par le chat si vous voulez poser quelques questions, j'y répondrai par la suite. Sinon, je vais continuer parce que le temps est assez limité. Je vais continuer sur les règles et droits d'usage SQL Server. Donc les éditions récentes existaient déjà, c'était Enterprise et Standard. Vous conservez les options de licensing serveur plus cal dans l'édition standard. En revanche, on est en mode cœur obligatoirement pour l'édition Enterprise. J'ai rappelé ici les éditions gratuites que sont Développeur et Express. Les droits de rétrogradation, même chose. Là, c'est un peu plus, enfin même chose non, c'est un peu plus compliqué, on va dire, que Windows Server. Je ne vais peut-être pas lire tout ça. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le standard peut être rétrogradé vers toutes les éditions standards antérieures, les workgroups et les small business. Les éditions cœur ne peuvent être rétrogradées que vers du SQL Server standard cœur, web ou workgroup. Et l'enterprise l'enterprise cœur peut être rétrogradé vers n'importe quelle version précédente de SQL. Pour SQL Server, on a 4 modes de licensing distincts. On pense très simplement aux 2 premiers, qui sont les standards. Hein. C'est l'historique, serveur plus cal. Le principe est simple, une licence par serveur, une cale par poste ou par utilisateur. Quel que soit d'ailleurs le nombre de serveurs accédés par ces utilisateurs, à partir du moment où ils sont couverts par une cale, ils peuvent accéder à un nombre illimité de serveurs. Ça, c'est le mode de licensing historique. Le mode cœur est arrivé par la suite et là, il s'affranchit des cales, c'est-à-dire qu'on couvre les serveurs uniquement, on n'a plus besoin de cales pour s'y connecter, mais il y a une contrainte, c'est qu'il faut un minimum de 4 cœurs par serveur. On couvre les cœurs physiques évidemment ou les cœurs virtuels de l'instance. En SQL Enterprise, on a également ce mode, hein, on peut décider avec des licences SQL Enterprise de couvrir les cœurs physiques ou les cœurs virtuels avec toujours cette règle de 4 cœurs par serveur, mais on a une autre possibilité, c'est de couvrir les cœurs physiques de l'ESX, et ça devient intéressant pour une forte virtualisation parce que là, évidemment, la couverture des cœurs physiques permet une virtualisation illimitée. Le troisième mode, c'est l'ISV. C'est un droit d'usage qui est acquis avec une application tierce. Vous achetez une application qui est supportée par du SQL Server. Si dans l'EULA, c'est-à-dire le End User License Agreement de l'éditeur de l'application, on a bien la mention qu'une licence ISV est allouée avec l'application en question, vous n'avez pas besoin d'une licence en propre. Vous utilisez cette ISV. Et enfin, le dernier mode, qui est très intéressant et qui permet très souvent de revenir en conformité dans les différentes missions qu'on a pu mener, c'est de distinguer les environnements hors production et de ne plus les couvrir, ces environnements, par des licences serveurs ou des licences cœur, mais en mode named user, c'est-à-dire que là, on va faire l'inventaire des utilisateurs qui accèdent à ces environnements hors prod, et on va couvrir les développeurs, les DBA, enfin tous les utilisateurs qui ont besoin de downloader
des versions SQL récentes. Et à cela, on va leur donner une licence Visual Studio plus MSDN. Ça, c'est obligatoire, il en faut au moins une. Et après, il faut être honnête aussi et il faut couvrir les utilisateurs qui en ont besoin par des abonnements MSDN. Et pour les autres, les bêta-testeurs, les maîtrises d'ouvrage qui font de la recette, par exemple, sur ces environnements peuvent être couverts par des abonnements gratuits qui étaient SQL Developer Dev Essentials, il y en a d'autres aujourd'hui, mais voilà, retenez ça, c'est que dans ce mode de couverture hors production, on passe en métrique named user et ce sont des utilisateurs qu'on va couvrir. Voilà, c'était l'essentiel du licensing Windows Server SQL Server, même chose que pour Windows. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Je vais passer maintenant au chapitre suivant qui est la mobilité des licences. Que j'ai bien avantage de la SA parce que vous allez voir qu'on dit la mobilité, mais en fait il y a deux types de mobilité. On commence par une petite définition. La mobilité des licences à travers les fermes de serveurs. Vous savez que une licence allouée à un serveur ne peut pas être allouée à un autre serveur avant le fameux délai des 90 jours, qui est décrit partout dans le Product Terms de Microsoft. Ces licences couvertes par de la software assurance, pour certaines applications, on va voir lesquelles après, vous vous affranchissez de ce droit. Vous pouvez réallouer les licences plus tôt que ce fameux délai de 90 jours. L'autre mobilité, c'est la mobilité des licences via la software assurance. C'est le droit de déployer des licences sur un matériel partagé par un fournisseur de services ou dans Azure. Et dans les deux cas, donc c'est bien limité à certaines applications. Là, il faut prendre les product terms et regarder produit par produit si pour le produit, on a le droit à ces deux avantages de la software assurance. C'est vrai pour Beanstalk, pour Dynamic, Exchange, enfin vous avez la liste ici. Attention, petit piège pour System Center et CCM. À travers les fermes de serveurs, ce n'est pas autorisé. Vous avez seulement la mobilité via la software assurance. Et pour Windows Server, c'est niet, on n'y a pas le droit, sauf pour un composant qui est l'external connector. Lui, cet external connector bénéficie de la mobilité des licences, mais Windows Server, que ce soit en mode serveur ou cœur, ce n'est pas le cas. Un petit mot d'Azure Hybrid Benefit qui est également un bénéfice de la software assurance, c'est le droit d'utiliser des licences Windows Server standard ou data center à partir du moment où elles sont évidemment couvertes par de l'ASA pour couvrir des machines dans Azure. Par exemple, vous avez des machines 2008 R2 ou antérieures qui n'avaient pas pu, avant la fin de support, même des 2008 R2, donc le 14 janvier 2019, faire les migrations vers des versions plus récentes de Windows. Et ben vous pouvez quand même protéger vos serveurs en migrant vos serveurs vers Azure en bénéficiant de ce HUB, ce qu'on appelle l'Azure Hybrid Benefit, et en bénéficiant de 3 années de support supplémentaires et avoir les mises à jour de sécurité activées pour ces installations. Donc ça vous permet de convertir votre investissement en SA sans perdre la totalité de vos licences. Vous les avez, vous pouvez les migrer dans Azure grâce à ce bénéfice. Ça vous permet de déployer vos serveurs Windows dans Azure en faisant des économies, parce que vous n'achetez pas totalement le droit d'usage dans Azure, vous réinvestissez vos licences, ce qui vous permet de réduire la facture. Et pour avoir une idée un peu plus précise de tout ça, je vous ai mis le lien vers la calculette Azure qui vous permet de simuler. En fait, vous décrivez votre VM et en n'oubliant pas d'activer la petite case Azure Hybrid Benefit, vous voyez l'économie que vous pouvez faire dans cette migration. Voilà, j'ai terminé. C'est une excellente transition pour laisser la parole à mon collègue Bruno qui va vous parler d'Azure GoToCloud et qui reparlera certainement également de l'HUB. À toi Bruno. Bonjour. Donc effectivement, est-ce que vous m'entendez correctement? Moi je t'entends très bien.
Ok. Très bien, très bien. Donc je suppose que tout le monde t'entend. Ok. Oui, donc petite question en préambule qui va s'afficher dans la boîte de dialogue. Savoir si déjà parmi vous, est-ce que vous avez une infrastructure Azure ou une infrastructure on-prem sur VMware. L'idée, c'est que on vous présente des outils, des missions qui vous permettent d'évaluer ce que pourrait être votre infrastructure dans Azure. Oui, Thierry, Bruno, excuse-moi, ça grésille un peu, en effet, ton son maintenant. On a Ah, Monsieur Holo qui nous le fait remarquer. d'accord. J'espère que ça va aller. Voilà, Ok, bon, j'essaye de pas bouger du coup. on fait au mieux. Oui. Mm. Et Thierry, est-ce que tu m'as donné la main sur Oui, le oui, changement de oui, slide? Ouais. Ok, tu as la main clavier et souris normalement. d'accord. Donc, ok, donc là c'est le questionnaire. Donc je pense que Ouais, je vais Alexis le va lancer, hein. lancer Yes, le je lance la première questionnaire. question. Allez, c'est parti. Première question. 18% de votants, 21, 26, 35. 41% de votants, 47. 62%, 60, 71. Voilà, c'est encore quelques secondes. 82%. Voilà, on va fermer le sondage et on va l'afficher. Voilà. Ok, donc déjà, je dirais que vous êtes tous concernés par ce qui va suivre, parce que en fait, pour les personnes qui ont déjà une infrastructure dans Azure, on peut, à travers de ce qu'a déjà évoqué Thierry sur les licences, mais aussi d'autres axes d'optimisation, vous permettre de réduire votre facture. Et pour les personnes qui n'ont pas encore d'infrastructure Azure, peut-être que Alexis, tu peux lancer la deuxième question, savoir si Ouais. on a une infrastructure VMware. Alors, question lancée. 10%, 32%. Ça répond vite aujourd'hui. C'est bien. 65, 71. On va laisser encore quelques secondes. Dernier retardataire. 82%. Allez, c'est bon, je ferme et j'affiche les résultats. Voilà, donc là, pour le coup, pareil, si vous vous posez la question de de transférer toute ou partie de votre infrastructure, donc là, on peut revenir à la présentation, s'il te plaît. Ouais, Alexis. je masque. Pardon. Voilà. Donc pour les personnes qui se posent la question de migrer toute ou partie de l'infrastructure on-prem VMware vers Azure, la première préoccupation, c'est combien ça va me coûter. Et ça, c'est vrai que tant qu'on n'a pas exploré de manière assez détaillée les services Azure, c'est assez difficile de répondre. Donc là, nous, clairement, on peut vous apporter des réponses en vous proposant une mission qu'on appelle Azure Go to Cloud ou en installant une appliance sur votre infrastructure, on va acquérir les données, idéalement pendant une période d'un mois, ce qui permet d'avoir une idée assez précise des usages réels de votre infrastructure et pas seulement s'appuyer sur la taille des VM et de les reproduire telles quelles dans Azure, puisqu'il est possible que certaines de vos VM soient sous-employées, surdimensionnées ou au contraire à la limite de la rupture. Donc, une fois que ces données sont acquises, on utilise des outils de simulation qui vont permettre de nous donner une idée de ce que serait l'infrastructure dans Azure.
sur les résultats de cette simulation après, qui nécessite souvent une opération de nettoyage des données, qui peut être plus ou moins compliquée en fonction de leur nature et de leur volume. On effectue une analyse pour vérifier que ce que nous sort le simulateur est cohérent avec ce qu'on sait de votre infrastructure, avec les discussions qu'on a eues avec vous, avec les usages de workload. Et derrière, on opère une série d'optimisations. Et cette mission d'optimisation peut s'appliquer de manière indépendante sur une infrastructure Azure existante. Et ensuite, on opère une restitution du rapport. Donc c'est assez, ça vous permet ainsi d'avoir une estimation, une première brique, et de fournir, de vous aider à définir un cahier des charges pour éventuellement des prestataires qui opéreraient la migration des données, et vous permet de voir si votre budget, ça rentre dans ce que vous aviez défini, si ça, prenant en compte l'ensemble des coûts liés à votre infrastructure on-prem, est-ce que ça revient au même, est-ce que c'est un peu plus cher, est-ce que c'est un peu moins cher, quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution. Donc j'essaie de passer à la slide suivante. Voilà. Donc ouais, merci. Une fois que on a réalisé toutes ces simulations et toutes ces optimisations, on voit que par rapport au budget initial fourni par le simulateur, là c'est un cas réel d'une mission qu'on a effectuée pour un client. On voit l'avantage de ces optimisations. Donc je rappelle, cette mission d'optimisation peut être effectuée sur une infrastructure Azure existante. Et en utilisant essentiellement les leviers autour des licences, des réservations d'instances, on peut arriver à diminuer là, par exemple, de plus de la moitié le coût estimé directement. Donc je dirais là, pour conclure, vraiment la migration vers le cloud ou l'optimisation du cloud, c'est une mission qui est vraiment intéressante pour vous d'un point de vue budgétaire. La plupart de ces optimisations ne nécessitent pas de redémarrage de workload, c'est uniquement des applications administratives, de leviers administratifs et de connaissances du licensing et des produits Azure Microsoft qui vraiment vous permettent d'avoir des réductions. On a des missions d'optimisation Azure qui baissent les factures de 25% pour nos clients. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter à partir du moment où vous avez une infrastructure Azure, une infrastructure on-prem. Même si vous souhaitez conserver votre infrastructure on-prem, sur du VMware, on a aussi des missions d'optimisation du stockage et d'assessment vers du cloud hybride qui débordent un petit peu le cadre de la présentation d'aujourd'hui, mais qui peuvent aussi être intéressantes pour vous. Donc j'en ai fini pour l'instant, je passe la main à... Tu as gagné un nouveau casque, hein, Bruno. Je vais te commander un nouveau casque parce que là, ça va D'accord, pas je suis du tout. désolé. C'est vraiment bon. Excusez-nous pour ça, hein. On fait de notre mieux avec le confinement, etc., avec le matériel. Mais c'est vrai que le son n'était vraiment pas terrible. Merci à tous de votre patience. Bonjour, je suis Corinne Gillard. Je vais vous parler de la fin de support et des Extended Security Updates. J'espère que tout le monde m'entend et que le micro fonctionne bien de mon côté. Si vous pouvez me faire un petit signe pour me le confirmer. Impeccable, impeccable. Très bien. Alors, j'ai simplement... Voilà. Alors, avant de démarrer, Alexis, je vais te laisser Yes, je vais lancer. démarrer le sondage. 3. Vous voyez lancer le troisième. Alors, 3% de votants, 6%.
12%, 24%, ça réagit vite. 55, 58, 61, 67, on va laisser encore quelques secondes. Encore 5 secondes et je ferme le sondage. Voilà, allez, je ferme, c'est OK, et je vous partage. Alors, très bien. Eh ben, on voit qu'il y a quand même presque une majorité qui a donné la bonne réponse, puisque la bonne réponse c'est 76%. Pourquoi cette question? Tout simplement pour introduire le sujet et en particulier mettre en exergue le fait que Windows Server aujourd'hui est une technologie qui est très installée dans les entreprises. Je dirais que c'est un petit peu un incontournable. La deuxième question, Alexis, si tu peux la lancer, s'il te plaît. Yes. Voilà, donc parmi ces 76%, eh bien, quel est le pourcentage de version 2008, puisqu'il s'agit de versions pour lesquelles je vais vous exposer la partie fin de support et Extended Security Update. Quel est le pourcentage de cette version qui aujourd'hui n'est plus supportée? 67%, on va attendre encore 5 secondes, 70, 73 pour les derniers retardataires. 79, allez, une seconde, je ferme et je vous partage. Très bien. Bon, là aussi, près de la moitié d'entre vous ont une bonne image en fait des infrastructures, puisque oui, effectivement, c'est 58%, c'est-à-dire que plus de la moitié des serveurs Windows aujourd'hui sont encore installés dans une version qui aujourd'hui et déjà depuis quelques mois n'est plus supportée. Alors, si on revient à notre présentation, voilà. Alors, est-ce que, voilà, parce que excusez-moi, il y a un petit C'est bon, un petit temps d'attente. temps d'attente. Donc, pourquoi on a décidé aujourd'hui de vous parler de ce sujet, de la fin de support et des Extended Security Updates? Parce qu'on s'est rendu compte que les informations de licensing sur ce point-là ne sont pas toujours bien connues de la part de nos clients et que cela peut avoir une importance. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des risques qui sont liés à la fin de support. Vous avez probablement parmi vos serveurs dans vos parcs des versions 2008 R2 qui tournent sur des serveurs critiques. Plus de mise à jour de patch de sécurité, effectivement, c'est quelque chose qui est risqué pour votre entreprise. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 sujets. Le premier concerne Windows Server 2008 et 2008 R2, pour lequel la fin de support a été annoncée en début de cette année, au 14 janvier. Sur la partie SQL, 2008 et 2008 R2, on a un petit peu plus de recul puisque c'était l'année dernière en juillet 2019. Et Windows 7, même date que l'OS Server, c'est-à-dire 14 janvier 2020. Alors, ok, j'ai un parc, on va dire, vieillissant aujourd'hui. Quelles sont les alternatives qui s'offrent à moi, qui doit gérer mon infrastructure, pour pallier à ce problème de fin de support? La première alternative, elle est relativement simple sur le papier, puisqu'elle consisterait à ce que vous puissiez mettre à jour la version de ces serveurs, c'est-à-dire passer de 2008 R2 à 2012 ou 2016 et pourquoi pas 2019. Ça sous-entend pour vous, bien entendu, que vous déteniez une licence vous permettant de le faire. On rappelle, bien entendu, que la licence en volume, elle va vous permettre de migrer à la dernière version, qui est la version 2019, mais à toutes les versions antérieures, si toutefois votre application ne supportait pas cette dernière version 2019. La deuxième alternative qui pourrait se présenter à vous serait de migrer vos serveurs dans le cloud Azure.
Et à ce titre-là, une information très importante à retenir, qui est que les ESU sont proposés à titre gratuit pendant les 3 années de couverture. On va y revenir hein, sur les années de couverture par Microsoft. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je suis client final, que j'ai une VM, par exemple, avec du 2008-2008 R2, cette VM, elle est critique. Si je n'ai pas le budget pour faire des mises à jour, je peux très bien imaginer, pour acheter les ESU, je peux très bien imaginer, si techniquement c'est possible et politiquement également ça correspond aux directives de mon entreprise, basculer cette VM dans Azure, les mises à jour me seront proposées gratuitement. Un point important, la software assurance n'est pas obligatoire pour bénéficier de cette gratuité des ESU dans Azure. D'accord ? En revanche, si vous migrez dans Azure, vous serez toujours contraint, entre guillemets, de payer votre VM, sachant que le coût de votre VM, il y a des axes d'optimisation des coûts. Bruno est tout à fait disposé à vous faire une analyse sur ce sujet, mais vous pouvez très bien exploiter un certain nombre de possibilités qui vous sont offertes pour réduire le coût de votre VM dans Azure. En revanche, l'ESU, quant à elle, est gratuite. Et la troisième alternative, eh bien, c'est quand je suis dans un contexte où je ne peux pas utiliser l'une ou l'autre des alternatives 1 et 2, eh bien, je vais maintenir mon serveur en l'état et je vais réfléchir à acheter des ESU pour couvrir ce serveur afin que si toutefois j'ai un souci, ce ne soit pas critique pour mon entreprise. Donc, les slides suivantes vont me permettre de vous présenter un petit peu plus dans le détail ce qu'est l'ESU sur la partie serveur. Alors, globalement, l'ESU, c'est quoi? C'est je prolonge la fin de support. C'est une prorogation de ma fin de support. Je la déporte de 12 mois, de 24 mois ou de 36 mois. Pour SQL Server, Microsoft vous donne le droit et vous met à disposition les security updates et les bulletins qui sont notés critiques. Et pour la partie Windows Server, c'est la même chose, mais avec des bulletins qui sont notés critiques et importants. Ce sont des sujets qui vont probablement parler aux personnes techniques autour de cette table. Et on pourra avoir plus d'infos un peu plus tard si cela est nécessaire. Attention, pas d'amalgame. L'ESU, ce n'est pas du support technique et ce ne sont pas des nouvelles technologies, des nouvelles fonctionnalités, pardon, sur la technologie. Les dates importantes au niveau des ESU. Voilà, un tableau qui vous synthétise les dates. Si je prends l'exemple de Windows Server, la fin de support a été annoncée au 14 janvier 2020. Pardon. Je peux souscrire une ESU année 1, Year 1, qui va partir de cette date de fin de support du 14 janvier 2020 jusqu'au 12 janvier 2021, etc. pour l'année 2 et etc. pour l'année 3. Ça a son importance de bien avoir en mémoire ce tableau si toutefois vous êtes intéressé pour l'achat des ESU, parce qu'on va voir un petit peu plus loin qu'il y a quelques éléments importants à garder en mémoire. Alors, si on veut acheter des ESU serveurs, il y a certains prérequis à respecter. Le premier étant de s'assurer du statut de conformité du parc. Pour quelle raison? Parce que l'ESU serveur est une licence qui s'achète en ayant préalablement vérifié que les serveurs à couvrir soient bien des serveurs sur lesquels on affecte de la licence avec software assurance ou couvert par de la souscription. Cet élément-là est très important pour pouvoir commander vos ESU. Et on tient à vous le rappeler puisqu'on a eu des cas de figure de clients qui achetaient des ESU pour couvrir des serveurs 2008-2008 R2 sans avoir préalablement vérifié ce point et en se rendant compte a posteriori que les serveurs en question ne détenaient pas de software assurance. Donc ça, c'est un point sur lequel on incite, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est également de s'assurer que la software assurance est acquise pour les CAL, y compris le connecteur externe, même s'il n'y a pas de ESU pour les CAL, hein, il faut que l'ASA soit souscrite pour les CAL. Et puis ensuite, là on a parlé des prérequis licensing,
Et un des prérequis techniques, c'est également de s'assurer que le dernier service pack soit bien installé sur le serveur. Alors, on a parlé de l'ASA. Je vous ai expliqué que l'ASA, c'était très important pour pouvoir ensuite acheter les ESU. La SA qui va couvrir vos serveurs en question peut émaner de tout profil de contrat. Open, MPSA, accord entreprise ou autre, aucun problème. En revanche, si vous souhaitez acheter de l'ESU pour vos serveurs, qu'on parle d'SQL ou de Windows Server, il y a un vecteur contractuel pour les acheter, qui est le vecteur de l'accord entreprise en général. Et en particulier, on peut le décliner en accord entreprise classique, accord entreprise souscription, SCE, pour certains d'entre vous qui ont signé ce type d'accord entreprise, ou EES pour les gens étant dans les organisations du monde de l'éducation. Alors, comment ça s'achète, les ESU? On est obligé de commander 12 mois de couverture. Voilà, un client qui aurait besoin d'une ESU pour 6 mois, très bien, mais c'est pas tellement le problème de Microsoft. Microsoft va vous imposer 12 mois d'acquisition. Et quand on dit 12 mois d'acquisition, on va partir de la date de fin de support, hein, et typiquement 14 janvier 2020. Si aujourd'hui vous voulez acheter de l'ESU sur Windows Server, bah, vous allez payer aujourd'hui au mois de novembre toute l'antériorité à partir du 14 janvier 2020. Si on parle de l'ESU SQL, aujourd'hui nous sommes dans l'année 2 de l'ESU SQL, eh bien vous devez préalablement vous être acquitté de l'année 1 de ESU. Et c'est le même schéma pour l'ESU année 3. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre par bribes les achats des ESU, hein, ce sont vraiment des blocs. Est-ce que moi, client, à partir du moment où je veux acheter de l'ESU, j'ai un engagement d'acheter pour tous mes serveurs 2008 ou 2008 R2? Non, c'est à vous de qualifier ceux qui vous paraissent le plus sensibles et qui nécessitent ce type de couverture additionnelle. Alors, quand est-ce que démarre mon ESU? On en a un petit peu parlé. Eh bien, elle démarre, oui, dès le lendemain de la date de fin de support. Attention, on a dit qu'il fallait la software assurance. Il faut garder en mémoire que, eh bien, parfois les deux dates et les dates de fin ne matchent pas. Donc, les dates des ESU elles ne sont pas corrélées aux dates de software assurance de vos serveurs. Et un point d'attention particulier, si pendant ma période de couverture, admettons Year One ESU, la software assurance de mon serveur s'arrête, si je ne la renouvelle pas, eh bien, je n'aurai plus accès aux ESU. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération, tant sur le plan technique que financier. Les ESU sont proposés dans différentes éditions, Data Center, Enterprise ou Standard. On doit impérativement choisir l'édition qui correspond à l'édition de la licence serveur qui couvre le serveur. Si je parle de haute virtualisation avec un serveur hôte qui va héberger une quinzaine de VM, théoriquement, si j'ai affecté mes licences correctement, j'ai acheté de la licence Windows Server Data Center, eh bien là, je vais acheter de l'ESU Data Center. En termes de prix, on va parler un petit peu des choses qui fâchent ou qui ne fâchent pas. L'ESU, c'est quelque chose qui peut être relativement onéreux puisque c'est environ 75% du coût annuel d'une licence serveur. Et en revanche, une incitation par Microsoft à venir les positionner dans leur cloud Azure puisqu'il y a une gratuité sur cette partie-là. Petite question, si ma VM est chez un hébergeur SPLA, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, ça sera possible, mais la VM, elle s'appliquera, l'ESU s'appliquera à la VM et on le verra dans la slide qui suit comment ça fonctionne. Donc, le mode de licensing, au niveau des ESU, là, on va parler de Windows Server uniquement. C'est les mêmes règles que Windows Server, c'est-à-dire que l'ESU va couvrir une machine physique et pas une VM, un petit serveur standalone ou un serveur hôte. Quelle édition?
Voilà, on rappelle, voilà, Data Center, Enterprise ou Standard, puisque c'était des éditions qui étaient en vigueur pour la version 2008. Comment je compte le nombre de cœurs aujourd'hui? Je respecte les règles de Microsoft Windows Server, c'est-à-dire 8 processeurs par cœur avec en complément un minimum de 16 cœurs par serveur. Si mon serveur a 24 cœurs, je vais être obligé d'acheter 24 cœurs de SU, quand bien même il n'hébergerait qu'une VM 2008. Attention, attention, il y a vraiment des sujets sur lesquels il faut réfléchir quand on est dans un contexte de haute virtualisation. Il faut comprendre que dans un contexte de haute virtualisation, au niveau des clusters, chaque hôte qui fait partie intégrante du cluster et qui va potentiellement héberger de la VM avec du 2008 ou du 2008 R2 devra être couvert d'une licence ESU. Et le cas particulier des VM qui sont chez des hébergeurs autorisés et pour lesquels vous couvrez le droit d'usage Windows Server avec des licences SPLA, et bien là, Microsoft effectivement donne le droit d'acheter des ESU, mais exceptionnellement, les ESU seront rattachés à la VM avec un minimum de 16 cœurs par VM au serveur hôte. Sur la partie SQL, quelle édition? Ben, on va suivre le même schéma, hein. Règle de base, on respecte l'édition d'SQL de la licence SQL Server qui couvre le serveur. Pour comptabiliser le nombre de cœurs, même cause, même punition, on respecte la règle des 4 cœurs. Et cas particulier, si je veux couvrir d'une ESU mon serveur SQL qui est hébergé chez un tiers, je dois préalablement m'assurer que ce serveur soit bien couvert d'une licence PlusSA. Et ensuite, je vais pouvoir acheter mon minimum de 4 cœurs de SQL Server. Alors, Windows 7. Ce sont les mises à jour de sécurité pour les problèmes importants et critiques. Les modes d'acquisition, quant à eux, sont un peu différents, c'est-à-dire vous pouvez acheter au travers des contrats en volume, sauf le MPSA ne le propose pas. En revanche, vous pouvez souscrire de l'ESU Windows 7 au travers d'un contrat CSP à partir d'une unité de licence. La software assurance, dans le cas de Windows, n'est pas un prérequis pour acheter de l'ESU. Et il peut y avoir des tarifs avantageux dans certains cas de figure. Une gratuité sur la partie Windows Virtual Desktop et des promotions. Alors là, si ça vous intéresse, il faudrait vous rapprocher de votre équipe commerciale, mais des promotions pour des utilisateurs des sécurités Windows 5 et M365, voire même une gratuité pour M365 à revérifier avec l'équipe commerciale. Petit point particulier pour ceux d'entre vous qui détiendraient des devices avec du Windows 7 Embedded. Ça fonctionne un petit peu différemment. Il faut avoir un contrat support EPSO et les ESU ne s'achètent pas au travers de contrats en volume, hein, c'est plutôt par le biais des fournisseurs de hardware avec de l'OEM. Et les dates de fin de support, elles varient un petit peu en fonction de l'édition, donc à revérifier par rapport au tableau initial. Alors, pourquoi on a décidé de vous parler des ESU? Parce qu'on s'est rendu compte que, comme je l'ai expliqué, parmi nos clients, certains pouvaient faire des erreurs. Pour pallier à ces erreurs, et ça a du sens quand vous avez une infra qui commence à être un petit peu conséquente, on a proposé de l'accompagnement autour de ces ESU. C'est une méthode qui est aujourd'hui, on peut le dire, à peu près quand même approuvée, puisqu'on a eu à chaque fois du ROI par rapport aux analyses qui ont été menées. Donc, l'idée, c'est de vous proposer une analyse de votre infrastructure. Pourquoi? Parce qu'on va affecter au mieux vos licences Windows Server et SQL Server. Le fait d'affecter au mieux ces licences va permettre déjà de positionner
les licences ESU et l'estimation des besoins en termes d'édition et de nombre de corps des licences ESU. On va faire une corrélation entre les licences serveurs et les licences ESU. On va mettre en évidence parfois des risques technologiques. Attention, ce serveur qui est en 2008, il est très critique, etc. Donc, c'est une mise en évidence de ces sujets. Et puis également les risques financiers. Et puis, bien entendu, hein, l'objectif, c'est aussi de vous accompagner pour essayer de trouver des axes d'optimisation. Ces axes d'optimisation, c'est un vrai bénéfice pour vous. Hein. Quand on arrive à présenter ce type de rapport à un client, on voit qu'il ressort avec une idée très claire de son statut de conformité, une idée très claire des budgets nécessaires pour financer les ESU. Il va avoir une vision sur l'évitement des risques et tous ces axes d'optimisation sont forcément des sujets très, très intéressants. Pour terminer, quelques cas significatifs que j'ai voulu vous montrer au travers des différentes missions que j'ai menées. Le premier cas, pour un client qui avait un data center important, hein, avec une trentaine d'hôtes et environ une centaine de serveurs 2008 R2. À la fin de l'analyse, on a chiffré le coût des ESU par rapport à ses attentes et au final, le client a réfléchi aux axes d'optimisation, qu'est-ce qu'il pouvait faire, etc. Il finit par nous passer une commande qui était quasiment de moitié et là, on lui a fait économiser 41 cas, qui n'est pas négligeable par an. D'accord. Et le deuxième cas, également sur un client avec une infrastructure un petit peu également conséquente, un peu moins importante, mais néanmoins une quinzaine d'hôtes, environ 50 serveurs qui étaient annoncés en 2008 R2. Et là, on a fait un vrai évitement du risque financier puisque ce client-là s'engageait déjà sur de la commande pour des serveurs qui, en fin de compte, n'étaient pas éligibles. Donc, pour ce client, près de 100 cas d'économisés suite à une analyse menée à bien avec voilà, analyse de l'infra et ce que je viens de vous décrire. J'espère que ce sujet vous a permis d'apprendre un petit peu des choses et pourquoi pas vous amène à nous consulter si nécessaire. Je vais laisser la main à mes collègues. J'en ai terminé. Merci Corinne. Merci Corinne, effectivement, je reprends la suite, donc Thierry Vitre à nouveau, sur la partie processus. Je vais essayer de faire vite, il me reste 10 minutes. Donc l'approche processus, c'est vraiment une finalité pour nous, c'est notre objectif, vous amener vers cette approche processus, plutôt que faire du SAM au coup par coup. Les missions SAM restent importantes, restent utiles en cas de besoin, en cas d'audit, de renouvellement contractuel ou autre, mais entrer dans une démarche processus avec des entrées et des sorties figées, enfin figées non, justement dynamiques pour ce qui est des inventaires, mais bien modélisées pour ce qui est des droits d'usage, ça vous permet quand même d'avoir une vision en temps réel de l'état de votre parc et de gagner du temps. Et ce temps, il est fondamental dans la gestion d'un parc software, aussi bien pour préparer vos renouvellements contractuels quand les informations sont capitalisées dans un process outillé. Évidemment, on gagne du temps par rapport aux actions manuelles que vous avez peut-être encore l'habitude de mener. Et je ne vous en parle même pas en cas d'audit de l'éditeur, où là, ceux parmi vous qui sont passés par là savent très bien que les cabinets d'audit mandatés par les éditeurs veulent tout de suite, voire même pour la veille. Donc, si vous pouvez répondre du tac au tac à leurs demandes, parce que toutes vos informations sont correctement capitalisées dans un processus outillé, eh ben, ça coupe court quelquefois aux questions. Donc, c'est deux phases en fait. Hein. L'approche processus, c'est une phase 1 d'implémentation qui va nécessiter un gros travail de réflexion préalable. C'est le design de votre processus, c'est la planification de son déploiement. Peut-être, ça c'est l'analyse préalable du processus cible qui déterminera un outillage. Mais
enfin bon, c'est pas déflorer le sujet que de vous dire que dans 90% des cas, c'est très très compliqué de faire un suivi du SAM exhaustif sur l'ensemble de vos éditeurs et l'ensemble de vos installations sans un outillage approprié. Et donc aussi un consulting adapté à votre implication dans le processus SAM. Pour passer de l'étape 1, de la phase 1 d'implémentation à la phase 2 de support, parce que souvent mes clients me demandent mais combien ça va me coûter un service managé autour du SAM? Supposons que j'achète demain un outil, voilà, combien ça va me coûter? Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours de service managé? Tout va dépendre de cette étape intermédiaire ici. Une fois qu'on a mis en place, qu'on a implémenté le processus et qu'on l'a outillé, tout va dépendre du transfert de compétences qu'on décidera ensemble. Et ce transfert de compétences, il est totalement dépendant de votre implication dans le processus. C'est-à-dire que si vous décidez, je vais prendre des cas extrêmes, si vous décidez de totalement déléguer votre SAM parce que vous considérez que c'est pas votre métier, que vous avez suffisamment de charges comme ça pour gérer vos infras et toute la partie gestion de la compliance et d'optimisation de votre parc, vous souhaitez le déléguer à un partenaire, comme par exemple Bechley-Comsoft, dans ce cas-là, le transfert de compétences sera évidemment réduit au minimum. La phase d'implémentation ira un peu plus vite sur cette partie. Je n'aurai pas besoin de former vos équipes à la maintenance du processus et à l'usage approfondi de l'outillage, mais en revanche, la partie support fonctionnel et technique sera plus importante, c'est évident. À l'inverse, si vous décidez d'investir dans le processus SAM et de monter une équipe qui devra devenir vraiment autonome et maîtriser totalement votre parc software, à ce moment-là, la phase de transfert de compétences et donc d'implémentation sera plus importante, sera plus lourde et la phase de support sera allégée. On se contentera peut-être juste d'un support technique pour s'assurer que vos inventaires sont exhaustifs, que la mécanique technique de l'outil choisi tourne bien. Et pour le fonctionnel, ce sera un support très très ponctuel sur des cas un peu tordus de licensing pour lesquels vous auriez besoin d'aide pour pouvoir les implémenter dans l'outil. Donc voilà les grands principes. Je vais donc plutôt me focaliser sur la première phase, la partie déploiement du SAM. C'est ça qui est important et qui vous permettra de choisir après le modèle que vous souhaitez adopter. Donc ça se fait en général selon 4 grandes phases qui ne sont pas forcément consécutives les unes aux autres. On peut en paralléliser certaines, mais tout démarre par, à mon avis, un SAM assessment. Avant de réfléchir à comment améliorer quelque chose, ayons déjà une vision claire et précise de l'état de votre processus SAM actuel. Pour ça, on le verra tout à l'heure, je ne rentre pas dans les détails ici, on s'appuie sur la méthode ISO 19770 et j'y viendrai tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a la photo de votre SAM actuel, on a les bonnes bases pour réfléchir au processus cible. On vous propose, nous, Bechley-Comsoft, un processus type à large spectre, c'est-à-dire qu'il couvre toutes les organisations. Après, en fonction de votre organisation, vous allez privilégier certaines sous-activités par rapport à d'autres ou en prioriser certaines par rapport à d'autres. C'est ce qu'on fait ensemble dans le design du processus cible. Ça nous permet d'élaborer un plan d'action qui sera de l'amélioration de ce processus, c'est-à-dire qu'on va choisir des activités qu'on va implémenter d'abord, puis qu'on va éprouver par la suite, et petit à petit enrichir votre processus pour le rendre de plus en plus efficient. Pour ça, on va le faire aussi avec un autre axe d'étude qui est les éditeurs. Il faut prioriser les éditeurs. Celui qui vous dit demain on implante votre processus SAM et on le fait sur l'ensemble des éditeurs de votre parc, c'est juste illusoire. On ne peut pas proprement faire adopter ce type de démarche. Les éditeurs sont différents les uns des autres, vous le savez, ils ont des règles de conformité différentes, des métriques différentes. Il faut prendre son temps, il faut stabiliser les éditeurs, les mettre sous contrôle. Une fois que ces éditeurs sont sous contrôle, on peut passer au suivant. Et pour ça, il faut le faire selon un ordre intelligent, qui est un ordre de priorité, non pas sur le poids économique de l'éditeur par rapport à d'autres, ça c'est la facilité, c'est souvent ce qu'on privilégie, c'est quelquefois un tort. Vous pouvez avoir un petit éditeur dans votre parc qui n'est pas significatif au niveau budget logiciel, mais qui peut s'avérer être très risqué si vous décidez
de remplacer son périmètre fonctionnel par un de ses concurrents. Il n'aura plus rien à perdre. Il dira, si je peux récupérer un petit peu d'argent chez ce client en lui mettant un audit, pourquoi pas. Donc voilà, cette priorisation des éditeurs prend plusieurs paramètres en compte et nous permettra de les aborder dans un ordre logique. Ça se fait via une matrice d'évaluation des risques. Un autre périmètre qui peut être fait en parallèle, c'est la Contratech. Là, c'est facultatif. C'est quelque chose que je propose, qui est en général bien apprécié par les clients chez qui je l'ai mis en œuvre. C'est une analyse de vos contrats de licence par périmètre et surtout une normalisation de la documentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un modèle unique de document Word qui permet, qui a les mêmes paragraphes, sous-paragraphes, vous retrouvez la clause d'audit toujours au même endroit, et ça permet de modéliser, on va dire, la documentation, la partie contractuelle des éditeurs. Ça, bon, vous allez me dire, où est l'intérêt? L'intérêt, c'est que les contrats de licence, en général, vous ne les lisez pas tous les mois, vous les reprenez une fois tous les 2 ans, 3 ans, et vous perdez un temps fou à retrouver l'information. Là, ce travail est fait une fois pour toutes sur la matière contractuelle pour un éditeur donné, et cette normalisation permet aux acheteurs de s'y retrouver très facilement et très rapidement pour trouver telle ou telle information. Ça permet aussi de mettre en matrice les contrats et les droits de façon à pouvoir les intégrer plus rapidement et plus facilement dans l'étape suivante, dans l'outillage. L'outillage, on a 2 approches en fonction de ce que vous souhaitez privilégier. Soit on vous accompagne dans l'élaboration d'un cahier des charges, on rédige ensemble un appel d'offres, on a une méthode de consultation et de dépouillement d'appel d'offres éprouvée qui a fait ses preuves, qui est très objective et très directive aussi. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire pour vous expliquer comment ce type de méthodologie est mise en œuvre. Et une fois que le choix est fait, on vous accompagne en maîtrise d'ouvrage, une AMOA sur le déploiement de l'outil et l'implémentation de votre processus dans cet outil. Ou l'autre approche, vous ne souhaitez pas perdre de temps avec une consultation, vous nous faites confiance. On a plusieurs partenaires SAM aujourd'hui, enfin d'outils SAM. On travaille avec Snow, avec Lexera, avec Aspera. Et en fonction de votre processus qu'on aura analysé et designé ensemble pour le processus cible, on va vous orienter vers tel ou tel partenaire en fonction de vos priorités. Voilà. Et à ce moment-là, on vous aide à manager vos licences et vos usages à distance ou sur site. C'est l'objet du service managé. Donc voilà le panorama Merci global. beaucoup Thierry. Merci. Alors simplement, comme il est 12 heures, il y a beaucoup de sujets. Je voulais simplement dire à tous les présents un grand bonjour de Joseph qui n'a pas du tout l'accès pour vous dire bonjour. Donc merci d'être tous là. Et puis bien sûr Thierry, je vais te laisser terminer, mais je tenais à faire cette petite aparté. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets et vous avez beaucoup de questions. Voilà. Je te laisse continuer et terminer. Non, parce que moi j'ai détaillé volontairement cette slide récapitulative parce que je savais que j'avais pas beaucoup de temps. Ceux qui ont des impératifs parmi vous pour midi, je souhaitais vous faire ce détail étape par étape. Maintenant, pour ceux qui peuvent rester quelques minutes de plus, je vais rentrer dans le détail de chacune de ces phases, plus ou moins rapidement en fonction des sujets. Je peux prendre 5 minutes supplémentaires, c'est possible? Patricia, tu es d'accord? On y va comme ça? Oui, Oui, allez, on y va. oui. Ah bah tu vois, C'est tu parti. peux parler Joseph. Ah oui, ça y est, on a mis On a le retrouvé son. Joseph. Bonjour à tout le monde, parce que on n'avait pas mis le son, je râlais. Voilà. Donc je dis bonjour parce qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés, je pense que je connais. Donc voilà. Donc, oui, Thierry, tu peux finir. Et puis je trouve que tu peux aussi parler 2 secondes à la fin des cales Windows et des cales SQL où tu n'en as pas parlé au début. Et c'est vrai que les clients, ils savent pas quand ils achètent du Windows par cœur s'ils ont bien les cales ou si les cales c'est en plus et les SQL avec les cales illimitées avec les cœurs, toi. Et je pense qu'il y a les clients qui se posent des questions. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec le mode, enfin surtout pour SQL, savoir plus cal. C'est vrai que j'ai pas précisé que pour Windows, la cal restait obligatoire systématiquement. Ok, je reviens sur le processus. Donc la première partie, le SAM Assessment, c'est une étude préliminaire. Le but, c'est de déterminer votre niveau de maturité, le niveau de maturité de votre processus à l'instant où on démarre la mission. Et le but, c'est
de définir avec le temps, de faire converger les différentes déclinaisons de votre processus. C'est souvent le cas dans les entités, des entités régionales, par exemple. Vous pouvez avoir une certaine manière de gérer différente par rapport au central. On va essayer de faire converger tout ça vers un processus type pour la société dans son ensemble et voir par la suite comment optimiser chacun de ces axes. L'intérêt aussi de cette photo qu'on fait en début de mission, c'est qu'on peut la reproduire tous les 3 mois ou tous les 6 mois au rythme du projet de déploiement pour constater les progrès réalisés et communiquer en interne sur ces progrès. Donc on se base, comme je vous l'ai dit, sur l'ISO 19770 qui définit 5 catégories, 10 compétences clés. Les 5 catégories sont là, je ne vous les lis pas, SAM dans l'entreprise, inventaire, etc. Et on prend 10 compétences clés qui ont été définis par la norme ISO comme étant des axes mesurables, et on va donner à chacun de ces axes un niveau de maturité au moment où on mesure. C'est-à-dire, on va définir si vous êtes en SAM basique, là on fait du cas par cas, on traite les problèmes les uns après les autres. Du SAM standardisé, on a déjà un suivi à peu près exhaustif du parc. Un SAM rationalisé, une gestion active, c'est-à-dire que là, c'est déjà une bonne cible à viser pour chacun des axes. Si on arrive partout à définir ce niveau de SAM rationalisé, on a déjà quelque chose de très, très efficient. Le SAM dynamique, là, c'est l'idéal absolu. On est plus en mode proactif qu'en mode réactif. Et c'est vraiment le SAM défini comme étant un actif stratégique. Donc voilà le principe de cette mission. Ce sont des missions très courtes, ça c'est de l'ordre de 2 jours pour le maximum pour faire ce bilan. Ensuite, le design du processus CIPS, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, comme je vous disais, on va vous proposer un processus standard qui est le but, c'est pas de vous le détailler aujourd'hui. Il est modélisé ici en haut à gauche. Il est défini en sous-processus, définir, planifier, piloter, etc. Et chaque sous-processus contient des activités. On va définir ensemble, on va regarder ensemble le contenu de chacune de ces activités et définir si pour vous, c'est de l'ordre de la priorité 1, c'est-à-dire concrètement, ça devra, pour l'outil de demain, l'outil SAM qui supportera votre processus, être une fonctionnalité out of the box, ou est-ce que ça peut être de la P2, un peu moins urgente, la P3, etc. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur cette priorisation. Sur l'autre axe de priorisation, je vous disais tout à l'heure, il y a le processus, c'est une chose, et il y a les éditeurs. Les éditeurs, on a un outil qui nous permet de définir. L'outil est assez compliqué et n'est pas forcément pertinent pour l'ensemble des organisations. C'est un peu sur le même modèle que notre processus SAM à large spectre. Là aussi, on a une analyse de risque à large spectre et on va commencer par définir ensemble quels sont les critères pertinents. Il y en a 17 disponibles au maximum, on choisit ceux qui vous semblent les plus pertinents et on va noter objectivement chacun des éditeurs sur chacun de ces risques. Les risques sont soit juridiques, techniques ou financiers. Vous avez une note pour chacun de ces périmètres et ensuite un risque global qui est calculé. Il suffit ensuite de trier cette liste selon le risque global et on a un ordonnancement logique des éditeurs du premier au dernier, un ordre d'implémentation dans le processus. Une fois qu'on a fait ces deux analyses, eh bien, la fusion entre les deux, ça nous donne le plan projet, tout simplement. C'est-à-dire que dans le premier sous-projet de 3 mois, on va choisir les procédures de base qu'on aura définies comme ultra prioritaires sur les éditeurs pilotes, ceux qui arrivent tout en haut de la matrice de risque. On va les stabiliser, c'est le but de ces 3 mois, et au bout des 3 mois, on fera un go-no-go, on s'assurera déjà que le process est bien maîtrisé pour ces éditeurs pilotes, et sur les mêmes éditeurs pilotes, on va rajouter des procédures, de nouvelles procédures pour augmenter la profondeur du processus, pour l'améliorer. Et sur le périmètre maîtrisé de processus, on va rajouter de nouveaux éditeurs. Et avec cette méthode par escalier, petit à petit, on stabilise, on avance, on stabilise, on avance, on rajoute des éditeurs, on rajoute des procédures et on a un processus qui s'améliore au fil du temps sur un scope d'éditeurs de plus en plus large, l'objectif étant de maîtriser l'ensemble du parc. La Contratech.
Je ne rentre pas dans les détails, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est un modèle unique, un format unique de document qui permet de stocker toutes les informations contractuelles et de stocker vos informations de droit de façon à pouvoir par la suite les injecter dans l'outil pour les droits et de les maîtriser dans ce format unique pour les différents partenaires, les différents acteurs du SAM pour ne pas avoir à rechercher les informations dans les documents d'origine. Enfin, le dernier point, l'outillage du SAM, je vous ai dit, on a deux approches. Soit on vous accompagne dans une démarche d'appel d'offres, soit on vous conseille un de nos partenaires, mais en concertation avec vous, en vous expliquant pourquoi tel partenaire nous semble plus approprié à supporter votre processus, selon certains critères qu'on aura peut-être définis ensemble comme rédhibitoires. Et on y va, on vous accompagne dans le déploiement. Un petit mot rapide sur le Gartner. Je vous ai fait ici une capture du Magic Quadrant du Gartner de mars 2019. À ma connaissance, il n'y en a pas eu, ça m'a peut-être échappé, mais je n'en ai pas vu sortir sur le SAM en 2020. Les deux leaders étaient Flexera et Snow Software. Flexera est repassé devant Snow qui avait le leadership en 2018. Et on voit qu'Aspera, qui est notre troisième partenaire, est toujours casé en niche players. Là, c'est pas pour défendre notre partenaire, mais je suis pas trop d'accord. Je pense que le Gartner n'a pas regardé de près les nouvelles fonctionnalités, notamment sur Oracle et sur SAP, où Aspera a fait d'énormes progrès et a largement rattrapé les leaders. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette approche processus. J'espère que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas à me contacter sur ces sujets pour en savoir plus. Je vous remercie. Je redonne la parole peut-être à Patricia pour la conclusion ou à Joseph. Voilà, oui, je Alors vais, moi, j'avais qu'une chose à préciser là quand Madame Gillard a parlé de l'ESU. L'ESU sur Windows Server, donc comme elle a bien précisé, il faut la software assurance. Donc il y a quand même beaucoup de clients qui n'ont pas de software assurance sur les Windows Server, donc ils n'ont pas le droit à l'ESU, sauf s'ils vont sur Azure. Mais s'ils ne veulent pas aller sur Azure et qu'ils n'ont pas l'ASA, après il y a des produits tiers, entre autres chez Trend avec Deep Security, qui peuvent protéger vos serveurs avec des anciennes versions. Très bien, merci Joseph. Merci à tous. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. On va en refaire d'autres, je pense, assez très bientôt, peut-être en début d'année prochaine. Ce sera intéressant que vous nous fassiez vos retours sur votre intérêt sur certains sujets plus que d'autres, pourquoi pas. Nous, on est prêts à nous adapter. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner et toute l'équipe de consultants est à votre disposition. Il y a certaines questions qui ont été posées pour lesquelles on va revenir vers vous. Puisque bon, à mon niveau, j'ai apporté des réponses très rapides et je pense que ça mérite d'être creusé, notamment par Corinne, Thierry ou Bruno. Et on vous souhaite bon appétit et une très bonne journée. Voilà, moi Merci je de la juste à terminer participation. aussi en expliquant qu'il y a un petit sondage à la fin, ça prend 1 minute, il y a 4 questions. Comme ça on saura un petit peu ce qu'on pourrait vous mettre dans les prochains webinaires. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci. Merci Au à revoir à tous. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.